Bonjour à tous, bienvenue dans le meilleur de Pourquoi chercher plus loin, aujourd'hui consacré au patrimoine nature. On est à Arras, à la Cité Nature qui va nous accueillir dans un instant. Le meilleur de Pourquoi chercher plus loin consacré à la nature, voici donc le sommaire. En pleine nature donc, avec pour commencer un cours à Compiègne avec l'instituteur des forêts. Ensuite nous irons sur la côte pour visiter une partie du Marcanterre unique en son genre, tout en haut des arbres. Direction ensuite la baie d'Authie à la rencontre de chasseurs à la hutte qui attendront toute la nuit le canard sauvage. Et enfin, un petit passage au Cap Blanc-Nez où vous verrez la méthode utilisée pour soigner les chemins de promenade. Allez, on continue notre petite promenade ici à Arras, au cœur de la Cité Nature. Derrière moi, la grande usine, donc réhabilitée en Cité Nature. On est au cœur du jardin avec les dahlias à ma droite et à ma gauche, les vignes qui produisent encore du vin. Et tout ça s'entretient à la main, naturellement, un petit peu comme ce qui se passe du côté du Cap Blanc-Nez, où figurez-vous qu'on met des pansements véritablement sur la terre et que les tondeuses sont parfaitement écologiques puisque ce sont des moutons. Regardez. À 134 mètres d'altitude, au sommet des falaises de craie du Cap Blanc-Nez, premier rendez-vous avec Xavier Douard. Il est géographe et gère 360 hectares de patrimoine naturel. Pour le seconder, une équipe de 20 personnes, dont 7 gardes nature. Aujourd'hui, il s'entretient avec Quentin, le berger, sur l'état de santé du troupeau. 500 moutons boulonnais qui restaurent depuis 4 ans les pelouses calcicoles du site des Caps. 2 semaines sur ce secteur-là, une semaine devant la Dover Patrol. Les sites dont on s'occupe sont des propriétés du Conservatoire du Littoral, donc c'est un établissement public qui achète des espaces naturels au niveau national pour les préserver essentiellement de l'urbanisation. Il faut le savoir, le Cap Blanc-Nez, c'est un site majeur au niveau régional, on estime à la fréquentation à peu près 1 million de personnes par an. Donc ça peut des fois surprendre quand on dit que sur un site du Pas-de-Calais, on a 1 million de personnes qui passent, mais c'est une réalité. Alors l'idée, c'est de faire en sorte que le public puisse quand même découvrir le site et l'apprécier à sa juste valeur, mais sans pour autant dégrader les habitats naturels que nous devons de préserver. Sur tout le Boulonnais, il y a une centaine d'années, on avait beaucoup de troupeaux sur les rebords du Boulonnais, ce qu'on appelle la cuesta, qui parcouraient les pelouses calcicoles pour les entretenir. Et donc nous, on a essayé de remettre au goût du jour cette pratique ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en écologie la conservation active. C'est-à-dire que par endroit, on peut se permettre de ne rien faire, et puis sur d'autres sites comme ici, on doit intervenir si on veut arriver à préserver l'existant. À partir du moment où cette zone n'a plus été fréquentée par le public, on a donc développé le pâturage avec les moutons. Et en parallèle, on a mis en œuvre des actions de restauration sur ces zones vraiment dégradées. Et donc il a fallu mettre des gros pansements pour l'aider à cicatriser ses blessures. C'est le filet qu'on a devant nous. Alors comment ça fonctionne ? Le filet, il a la particularité d'être composé de mailles qui vont retenir tous les petits éléments qui sont amenés par le vent. Donc ça peut être des brindilles, des petites végétations mortes, des graines aussi. Et tout ça va venir s'encastrer dans les mailles du filet et on va avoir une recolonisation végétale qui va être accélérée. Un site comme le Cap Blanc-Nez, c'est un monument naturel qui appartient à tout le monde. Et à l'instar des monuments historiques, il a besoin d'être entretenu, d'être restauré. Et on contribue à préserver ou à entretenir des paysages qui font rêver les gens. La préservation du patrimoine naturel prend ici tout son sens. Le site des Deux Caps doit devenir une référence régionale. Hugues Reteau est lui aussi de cet avis. Il lutte à sa manière contre la dégradation de l'environnement et pour changer les mentalités, il prône l'éducation. Tiens, quel arbuste porte les murs? Comment? Non.
Ah, c'est un peu plus compliqué. Pas les ronciers, les ronces, tout simplement. Voilà, les ronces qui donnent les murs, voilà. Le sujet ici, encore un arbre. Celui-ci, vous le connaissez peut-être, vous les enfants. Un arbre qui pousse souvent. Ouais, tu le connais? Bah oui. C'est lequel? J'en ai un chez moi. Ah, comment dans il... mon jardin. T'en as un dans ton jardin? Oui. Comment il s'appelle? Je Tu sais plus, hein? Le sol, bien sûr. Alors le sol, on ne peut pas ne pas en parler parce que grâce au sol, on fabrique un médicament que tout le monde utilise. L'aspirine, exactement. Non seulement la nature nous permet de se régaler, de manger comme on le fait ce matin, mais aussi de se soigner. Très important. D'accord. Je suis un peu missionné pour prouver que les paradis terrestres existent bien dans notre belle région. Il fallait à tout prix préserver ces paysages qui étaient un peu la poule aux œufs d'or pour conserver, voire développer le tourisme dans la région. L'opération Grand Site reflète très bien cette réalité. C'est-à-dire que les paysages, on va les aménager de manière à ce qu'ils souffrent moins de la fréquentation, pas à ce qu'on cherche à baisser la fréquentation, surtout pas, puisque c'est les touristes qui font vivre la région, mais à ce que les deux soient compatibles. Les parkings qui se trouvaient sur les sites naturels même s'éloignent progressivement sur 4-5 ans pour être en amont des villages. Donc on amène en plus le touriste à traverser le village, profiter de l'habitat typique du village et d'aller ensuite à pied sur le site naturel. Il est beau celui-ci, à l'ombre du sureau. Et qu'est-ce qu'on fabrique? On l'a dit, de la confiture avec le sureau, de la limonade avec les fleurs. Regardez bien ce que j'ai, moi. Qu'est-ce qui veut goûter un bonbon au sureau? Donc il y a les deux, hein, argousier et sureau. Ce que je veux créer, c'est un lien très fort entre l'élément naturel et le public. C'est un peu détaché du milieu naturel, tout simplement parce que la société a changé. Autrefois, mon père me racontait qu'il apprenait, ils avaient un potager dans l'école, ils apprenaient à bouturer aussi les végétaux. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, pratiquement plus. Donc l'apprentissage de la nature, des sciences de la vie et de la terre se fait forcément sur le terrain d'abord. Alors, fèves de cacao, piment vert, bergamote, mais pas sûr, banane, courgette, citron et phasme. Regardez ce magnifique phasme, une phasmette, c'est une femelle phasme scorpion. Regardez, elle replie l'abdomen. L'abdomen, voilà. Madame la directrice, Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Sylvie, vous êtes Avec plaisir. la directrice de cet endroit complètement incroyable. Quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est une usine. Une usine. Ça l'était. C'est une usine. hein. C'était une usine où on fabriquait autrefois les lampes de mineurs. Voilà. Et maintenant, vous êtes passé par là, l'entreprise a déménagé, vous vous êtes dit Oui. comment est-ce qu'on peut réhabiliter cet endroit et surtout comment est-ce qu'on peut amener la nature dans cet endroit. Exactement. Vous l'avez fait. Donc le lieu a été racheté par la communauté urbaine d'Arras. Jean Nouvel est venu mettre sa petite touche au niveau de la réhabilitation et nous avons créé donc ces expositions sur les thèmes de la nature, l'alimentation et la santé. Et bien sûr, le vivant est présent avec Voilà, le vivant, collection le d'insectes. végétal, le biologique. L'avantage, c'est que tout le monde peut toucher. Vous qui venez ou qui allez venir, eh bien, regardez, la plus petite forêt du Nord-Pas-de-Calais, on peut aller à l'intérieur. On peut y C'est- aller, bien sûr. Le gros avantage, c'est que les gens qui viennent et les visiteurs sont vraiment acteurs aussi de cet endroit. hein. Voilà, c'est le principe. On peut toucher, on peut sentir, on peut découvrir un tas de choses. Avec une véritable serre ici, avec Oui. un vrai biotope là-dedans qui se développe. Voilà, avec différentes espèces végétales et animales. On a à peu près 10 espèces différentes de phasmes et autres insectes que l'on peut découvrir. Et on ressent l'humidité, on L'humidité, ressent oui. les odeurs Beaucoup aussi. de C'est plantes, que humides. vous avez essayé de reproduire au maximum. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces à peu près présentes ici? Oh non, on n'a pas fait encore l'inventaire. J'imagine que tout le monde adore parce que c'est vraiment un Oui. contact direct avec la Le- nature pour des gens qui habitent en ville Tout finalement. à fait, la partie vivant. Et puis Cité Nature, c'est justement le nom à cheval entre la cité et la nature. Voilà, tout y est. Avec un énorme arbre dans lequel les enfants peuvent aussi accéder. Merci de tout nous à avoir fait. ouvert Je les vous en portes en prie. tout cas avec cette gentille phasmette. Et justement, les enfants et la nature, et bien direction Compiègne où on a rencontré un véritable instituteur de la forêt. Regardez.
mesdames. Bonjour la responsable, comment allez-vous? Alors les enfants, vous vous souvenez de moi, oui? Oui. Alors on avait vu en forêt, on avait vu deux choses, parce qu'on va parler aujourd'hui spécialement des poteaux. Mais on a parlé de deux arbres, qui étaient le grand arbre, qui était le chêne. Bravo. Et le hêtre. Et alors on avait parlé également d'animaux en forêt, mais on va parler que d'un plus petit, qui s'appelle le chevreuil. Le chevreuil. Et alors on avait vu sur le chevreuil qu'ils avaient quoi sur la tête? Des bois. Comment s'appelle la femelle? La chevrette. La chevrette. Bravo, bravo, bravo. Et le petit? Le chevreau. Le faon, et quand il est un petit peu plus âgé, à partir de 6 mois, on peut dire le chevrillard. Mais le faon, bravo. Et alors quand même, le père, il s'appelle comment? On dit pas père, hein? On dit le mâle, il s'appelle? Brocard. Le brocard. Bravo, 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 c'est merveilleux. Comment on m'appelle? Mais quelquefois, on m'a appelé l'instituteur de la forêt. Alors là, c'était le plus beau titre qu'on m'ait jamais donné. Et puis, on m'appelle quelquefois le forestier. Mais pourquoi m'appelle-t-on comme ça? C'est parce que je travaille quand même dans l'Oise depuis 50 ans. Donc je connais bien la forêt et c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça, quoi. Mais je n'ai pas de nom particulier. Toujours est-il que si on m'appelle le sylviculteur, alors là, c'est comparable à l'instituteur et c'est merveilleux. Car le sylviculteur, c'est l'agriculteur de la forêt. Alors aujourd'hui, on va parler de ces fameux poteaux, parce qu'on n'a pas tellement parlé des poteaux indicateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poteau? C'est important de parler aux enfants parce que d'abord ils habitent en ville, à proximité d'une forêt, et ils ne la connaissent pas. Donc l'intérêt, c'est de leur faire découvrir le cadre merveilleux dans lequel ils peuvent vivre et leur dire, mais voilà. Alors quand je vais avec les enfants, je désigne les arbres par leur nom. Bonjour monsieur le hêtre, bonjour monsieur le chêne, bonjour monsieur l'érable. Je leur fais apprendre toute cette collection d'arbres qui réunis constitue une société vivante. Alors les enfants, on se souvient, pour qu'un arbre pousse, pour qu'un arbre se mette à vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la lumière. Non, avant. Une graine. Après. Avant. De la terre. Après. De la lumière. Et de l'eau. Bravo les enfants, bravo, 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 bravo. La cité nature, le concept, donc on l'a vu, c'est de la nature dans cet environnement industriel, mais surtout, on peut toucher, on peut sentir, on peut ressentir les choses. Là, les enfants, vous êtes en train de faire quoi, par exemple? Bah, c'est un jeu où on doit sentir et appuyer sur un bouton. Et puis appuyer sur un bouton, c'est pas bon. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut ressentir une odeur. On va commencer par celui-là. Allez, attention. Tac, on sent, on met le nez dedans. Paf, ça sent quoi? La poire. La poire, bravo, ça met vert. Vas-y, toi, essaye pour voir. Banane ou cerise? Banane. Banane, c'est vert, voilà. Le concept, c'est tout simple. On rend la nature disponible et on peut quasiment la toucher ou la ressentir. Alors le regard des enfants, justement, eh bien, c'est valable aussi chez les adultes. Paul Janson nous fait visiter son jardin, si on peut s'exprimer comme ça, puisque son papa, Michel, a façonné lui-même le domaine du Marcanterre aujourd'hui. Il va nous emmener en hauteur, à hauteur de nid, pour rencontrer des cigognes. Et puis on va apprendre plein de choses sur la fabrication et le développement de ce domaine du Marcanterre. Les cigognes, vous savez ce que c'est, les enfants? Oui. Oui, bah regardez, elles sont juste là. D'un vol de spatule, nous voici à présent aux abords de la Héronnière, l'une des plus importantes de France et surtout la seule visible du grand public. Une centaine de couples de cigognes, de hérons cendrés, de spatules y nichent en permanence. Un spectacle incroyable qu'un homme, de l'autre côté du parc, a pris l'habitude d'observer le plus discrètement possible. Alors là, on va monter dans le ciel, on va s'approcher du Créateur, et donc c'est quasiment une démarche spirituelle qui demande un préalable d'humilité. Nous sommes à présent dans le domaine du Marcanterre, de l'autre côté du parc ornithologique. Paul Janson est ici chez lui. Du haut de cet observatoire, vue imprenable sur les oiseaux et leurs petits.
Vu du ciel, le domaine du Marcanterre offre un panorama unique. 900 hectares totalement préservés, où la nature, pense-t-on, règne en maître depuis toujours. Il y a quelques décennies, ici c'était le désert. C'est-à-dire que vous oubliez toute la végétation sur la dune. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait même pas d'oya. Et je me souviens, quand j'accompagnais mon père sur les chantiers de plantation, dans le désert, il me disait « tu verras un jour, ça sera la forêt ». Et avec mes 8, 9 ans, 10 ans, je n'arrivais pas à imaginer cette image. À la fin de la guerre, mon père s'est dit « qu'est-ce que je fais de mon domaine ?» Il fallait bien en faire un outil de travail. Mon père était un entrepreneur et il s'est dit « je vais créer une activité agricole dans certaines plaines du domaine ». Il a voulu produire des productions nobles et ça a été la production de tulipes, de jacinthes, enfin de bulbes à fleurs en général. On est dans les années 50, il y avait des protections douanières, pas encore de marché commun. Et le business marchait très bien. Et mon père s'est dit, mais c'est fantastique, je vais aller demander l'autorisation de faire le dernier polder de la région Marcanterre, le dernier polder en baie de Somme, pour pouvoir conquérir 150 hectares supplémentaires et pouvoir développer mon activité de bulbes à fleurs. Michel Janson, le père de notre guide, se lance alors dans un pari complètement fou. Transformer ces terres humides et sablonneuses en plaines cultivables. Il se donne 3 ans. Il en passera presque 10 à transformer la nature. Après des travaux gigantesques, il parvient à ses fins. Mais après quelques années, la culture des fleurs s'avère trop périlleuse et pas assez rentable. Et un jour, on s'est dit, allez, on change de cap. Là où on avait éliminé toutes les petites dunes en formation pour faire des beaux champs tout plats, bien réguliers pour avoir des champs de jacinthe, eh bien, on est revenu avec des bulles et puis on a creusé des mares, on a agrandi les plans d'eau, on a recréé un site naturel qui est en fait à l'origine totalement artificiel. Oubliez les fleurs. Michel Janson imagine un espace dédié aux oiseaux. Au-delà de ses frontières, le Marcanterre est d'abord connu pour son parc ornithologique. Une réserve naturelle de 200 hectares où viennent séjourner tout au long de l'année des milliers d'oiseaux au gré de leur migration. Philippe Caruette en est le plus fin connaisseur. Il est aussi le garant de l'esprit des lieux. Tous les jours, vers 8 heures, il vient respirer l'atmosphère du parc. Le matin, quand on arrive, on a souvent les avocettes qui viennent se nourrir sur le début du parcours, sur les plans d'eau à faible niveau d'eau. On a les cigognes qui nourrissent leurs petits, pas mal de spatules qui passent en vol. Donc on est sur un panorama où l'activité est perpétuelle, notamment dans des journées ensoleillées comme ça, où la lumière va être très favorable aux espèces. C'est une ambiance d'harmonie. Quand vous arrivez le matin, vous avez le sentiment d'être à la fois tout seul, puis être à la fois avec plein d'espèces autour de vous. C'est là où vous observez les comportements, c'est là où vous observez comment la réserve vit au quotidien. Le matin, le soir, c'est des moments magiques. Petit poussin de fou que là-bas. Longue vue sur l'épaule et regard pointé vers le ciel. Ne cherchez pas Philippe dans son bureau. Aussi longtemps que possible, il est sur le terrain, à l'affût des oiseaux et surtout des visiteurs qui l'entourent. Et les avocettes, il y a 2 avocettes qui se nourrissent, on les voit sabrer l'eau là. Bon, et une spatule qui passe en vol là au-dessus. Une spatule. Ouais, les spatules, on les voit souvent avec le cou tendu. Ouais. Et là, on les voit manger, on les voit sabrer l'eau. Ah oui, on va arrêter. S'il y a une vague ou quelque chose qui l'échoue sur la berge, elle n'ira pas sur la berge. On pourrait imaginer que ce lieu soit un sanctuaire où l'homme ne serait pas là.
Mais sans l'homme, je pense que la réserve ne serait pas aussi riche de diversité, parce qu'il manquerait quelque chose, il manquerait ces moments de partage, d'observation sur le terrain. On n'est pas dans un laboratoire, on est dans la vie du quotidien. Et les sciences naturelles, aujourd'hui on parle de biologie, c'est d'abord sur le terrain, c'est avant tout. On a beaucoup de groupes d'enfants, de scolaires qui viennent pour travailler dans la bonne humeur, dans l'observation positive. Et c'est pas du tout une activité contraignante d'observer la nature. Au contraire, c'est une activité qui enrichit à la fois la nature et à la fois l'homme. Chaque année, plus de 170 000 personnes visitent le parc. Un succès qui récompense la philosophie des lieux, l'esprit de partage. Pour accueillir tous ces curieux, Philippe n'est évidemment pas tout seul. Voilà, regardez, la femelle, elle est là, hop, vous voyez devant. Elle n'a pas du tout les mêmes. Jamais vous ne devinerez où je me trouve maintenant. Regardez, le nerf optique, l'œil, le nez, la dent, on voit même la racine de la dent, la langue, la bouche. On est vraiment à l'intérieur d'un visage, à l'intérieur d'un corps humain. Et c'est ça le gros avantage ici à la Cité de la Nature à Arras, c'est qu'on peut vraiment toucher et appréhender la nature sous toutes ses formes, qu'elle soit biologique ici ou végétale, comme on a vu tout à l'heure. Alors les 5 sens, le goût, l'odeur, la vue, et l'ouïe, évidemment, ce sont les sens que doivent avoir les chasseurs. On a rencontré un papa et son fiston qui ont passé la nuit dans une hutte pour ne rien attraper. Regardez. À la tombée de la nuit, pour qui savent les entendre, il n'est pas rare que dans la baie se murmurent des histoires de chasseurs à la hutte, de celles que l'on se raconte les longues nuits d'hiver. Cette chasse ancestrale ne se pratique plus guère qu'ici et dans les environs. Joël la tient de son père et de son grand-père. Cette nuit encore, avec Paul, son fils, ils vont attendre patiemment, tapis dans leur hutte, que les canards sauvages viennent se poser sur leur mare. On est un peu comme des coachs qui allons organiser une équipe pour faire un match en plaçant nos joueurs et nos cannes à un endroit stratégique pour pouvoir attirer les congénères. Et c'est vrai que c'est un challenge de les faire poser rien qu'en baie d'Authie. Voilà, c'est vraiment ce que vous recherchez, vous. Voilà. C'est d'être la nuit, de voir arriver le gibier et puis de le voir poser au champ des aplants. C'est une émotion qui est incroyable. On vient un peu dans l'espoir d'avoir une nuit magique et de remplir nos rêves, de voir beaucoup de migrations et d'avoir plusieurs pauses la même nuit. C'est quelque chose qui est dans le rêve de tous les chasseurs de gibier d'eau. Je suis issu d'une famille de chasseurs et de chasseurs aux migrateurs, chasseurs à la hutte, et ça remonte à plusieurs générations. J'avais ma grand-mère qui allait à la hutte déjà. Ouais, c'est parti pour la nuit. Il y a quand même une fierté d'avoir transmis une passion familiale. C'est un relais qui passe, quoi. Cette nuit-là, Joël ne verra aucun canard se poser sur sa mare. Mais finalement, qu'importe, il reviendra demain. Et après-demain encore. Allez, c'est la fin des meilleurs moments de Pourquoi chercher plus loin. N'hésitez pas à aller sur internet pourquoichercherplusloin.fr pour voir ou revoir toutes les émissions. Et puis ici à Arras, si vous voulez venir à la Cité Nature, n'hésitez pas, il y a 2500 m² d'exposition permanente, plus 15 000 m² à l'extérieur de jardin. Franchement, qui a dit que le monde était petit? À bientôt!